Mercredi 20 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les récoltes des agriculteurs dans le Pendjal ont été ravagées par les pluies diluviennes. Une situation qui crée la panique et le désespoir dans la localité. À suivre dans un instant. La République démocratique du Congo est classée le 8e pays le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Au moins 72 défenseurs ont été tués entre 2012 et 2022. Et puis un sommet spécial ce mercredi à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York pour booster les leaders du monde à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. Le World Cleanup Day 23, attendé par la Journée mondiale du nettoyage de la planète, a été respecté au Togo. Et pour cette édition, c'est l'espace plage en face de l'hôtel Palm Beach de Lomé qui a servi de cadre pour mener une opération de salubrité publique. Plusieurs jeunes dévoués à la cause environnementale ont répondu présent à l'appel de l'association à but non lucratif, les Do It Foundation, qui a lancé cette initiative. Viva Samana et Emeka Gachi. Observé chaque troisième samedi du mois de septembre, le World Cleanup Day a eu lieu le samedi 16 septembre dernier. Au Togo, c'est l'étendue de la plage en face de l'hôtel Palm Beach qui a été retenue par l'association Let's Do It Foundation pour une action de salubrité publique. Cette dernière a consisté à ramasser des sachets plastiques et autres objets polluants sur les abords de l'océan Atlantique. World Cleanup Day, c'est une initiative qui est née depuis 2008 aussi, d'accord, avec l'organisation Let's Do It. Et c'est une action qui prône un peu l'écologie, le changement de mentalité, la façon de, le mode de consommation, une équité entre mode de consommation et mode de production. Et c'est ce qui amène l'idée qui amène maintenant les citoyens ou chaque acteur de notre société à prendre une responsabilité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et pour un peu épargner la planète du fléau de la pollution. Chaque troisième samedi du mois de septembre, c'est le World Cleanup Day. Aujourd'hui, nous célébrons, nous sommes en train de symboliser la journée du World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. Une centaine de jeunes dévoués pour la noble cause de la protection de l'environnement, équipés de gants et de t-shirts aux couleurs de l'événement, ont passé au peigne fin 2 km d'étendue sablonneux de la plage. Je suis passionné de la protection de l'environnement et quand j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux, je veux participer pour mettre au propre notre plage. La mobilisation a été très bonne puisqu'il y a assez d'effectifs et il y a plusieurs associations qui sont venues pour mettre la plage au propre. Ce matin, nous avons nettoyé la plage et bon, comme je suis un peu dans le domaine urbain et puis c'est un peu tout ce qui est environnemental, donc c'est pour ça que je suis venue. Donc tout ce qui est environnemental, tout ce qui peut rendre la société propre et qui peut donner le bien-être, moi je suis dedans, donc c'est pour ça que je suis venue. L'organisation et bien la mobilisation aussi a été bien, nous avons bien travaillé, on a fait tout ce qu'on peut faire. Les sachets et tout est bien organisé. Accompagné par des partenaires locaux, l'événement est une réussite pour plusieurs participants. Aujourd'hui, j'ai trouvé la mobilisation assez intéressante. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu timide, mais vers la fin, il y a d'autres personnes qui se sont libérées et qui sont venues. J'ai beaucoup apprécié. Je suis venue, pas parce qu'il s'agissait d'une simple motivation, mais c'était un engagement que j'avais pris depuis toujours de contribuer à la propreté de l'environnement et à la propreté des lieux. Et j'ai toujours accompagné en tant que partenaire cette activité-là, le World Cleanup Day. C'est pour ça que j'étais là avec mon équipe et même ceux qui sont amis de notre association. L'organisation était quand même assez bonne et nous avons pu faire ce qu'on voulait. Donc pour le résultat, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a fait ce qu'on devait faire. Ce qui nous a motivés à participer à cette activité aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous devons tous être capables de prendre conscience de nos gestes, donc être capables de faire des gestes éco-responsables autour de nous, donc dans notre environnement. Donc nous avons ciblé la plage parce que c'est un lieu public qui concentre une large pollution. Donc c'est surtout le fait que nous voulions réellement protéger notre environnement ici au Togo, protéger notre nature et surtout notre mer. Le message que j'ai pour la population togolaise, c'est surtout le fait qu'il est important de savoir
qu'il y a des écosystèmes marins qui ne peuvent pas être capables d'ingérer certains déchets. Donc il est important d'être responsable et d'être capable de jeter nos déchets et notre consommation de plastique, que ce soit aussi des déchets organiques, à la poubelle. Il faut savoir prendre sur soi et être capable de se dire qu'il y a certains êtres vivants aussi qui ne peuvent pas ingérer ces déchets et qui risquent de mourir. À la fin de l'opération de ramassage des déchets, plusieurs sacs à ordures ont été remplis. Ces ordures collectées seront revalorisées et les fonds obtenus serviront pour une haute cause noble. L'édition particulièrement, ce à quoi nous avons pensé, c'est de collecter les déchets, valoriser et à côté essayer de soutenir des enfants ou disons des élèves nécessiteux à côté. Ce n'est pas tous les élèves du Togo quand même, mais nous sommes en train, c'est sur un projet et nous sommes sur la phase pilote. Après, nous allons voir ensuite ce que ça va donner aussi. Notons que le World Cleanup Day est une initiative lancée en 2008 par l'association à but non lucratif Let's Do It Foundation. Cette journée a pour objectif la lutte contre la pollution urbaine. Fondée par l'Estonien Rainau Nolvak, l'association est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays à travers le monde et contribue à la lutte contre la pollution et les autres défis environnementaux. Les pluies incessantes ces derniers jours ont provoqué des crues soudaines des rivières à Kpendjal dans la région des savanes. Ces pluies diluviennes ont submergé les terres cultivées en laissant les agriculteurs dans une situation désespérée et désemparée. Irène Papadina nous fait le point. Colère, désolation et sentiment d'impuissance face au déchaînement du ciel sur de vastes étendues de surface agricole dont les cultures à peine fleuries, c'est la situation que vit la population de Kpendjal au nord du Togo. Cette localité, aux prises avec des inondations catastrophiques, font peser de lourdes menaces sur la production agricole de la région. On enregistre plusieurs dégâts. Les cultures comme le maïs, le mil, le sorgho et d'autres ont été particulièrement touchées, mettant en mal les efforts de milliers de familles de ces zones. Les petits producteurs poussent un cri de désespoir et appellent à l'aide et à la solidarité face à cette situation désespérante vécue après toute une saison d'efforts au rendement prometteur. Les cultures continuent par baigner dans l'eau depuis la semaine dernière. Si ces fortes pluies continuent les jours à venir, il y aura encore assez de dégâts. Selon Basile Douti, responsable de l'organisation paysanne dans les savanes, la seule solution pour pallier ce problème d'inondation, c'est de faire des retenues d'eau pour que ces eaux qui débordent ne convergent pas vers les champs. Pour l'heure, les communautés locales appellent à des mesures de soutien pour surmonter cette crise. Parlons toujours des inondations, mais cette fois-ci en Libye. Le pays continue de pleurer ses morts suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur elle ces derniers jours. Selon les directeurs de l'Organisation météorologique mondiale, cette catastrophe naturelle, avec son lot de victimes, aurait pu être évitée si le service météorologique du pays avait fonctionné normalement. Plusieurs organisations mettent en place des initiatives pour venir en aide aux victimes. Retrouvons Irène Papadina. Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Souni, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de phénomènes inédits en Libye. De son côté, Petteri Talas, directeur de l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, a estimé que la plupart des morts auraient pu être évitées si le service météorologique avait fonctionné normalement. Les autorités chargées de la gestion des situations d'urgence avaient procédé à l'évacuation des citoyens. Les années de conflit en Libye ont en effet détruit le réseau d'observation météorologique. Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants. Les autorités de l'Est de la Libye ont approuvé la semaine dernière dans la ville de Benghazi un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux inondations. Au niveau international, l'Union européenne a annoncé qu'elle débloquera un peu plus de 500 000 dollars pour couvrir les besoins les plus urgents. L'Organisation mondiale de la santé a également promis une aide financière et médicale afin de venir en aide à la Libye. Face à la pollution par les déchets ménagers à Alger, l'Agence nationale des déchets envisage de valoriser ses rebuts en biogaz. L'Algérie bénéficiera de l'expertise
de l'Institut sud-coréen pour l'environnement et la technologie, avec qui le gouvernement algérien vient de signer un accord de coopération technique. Regardez. Pour répondre à l'urgence de la pollution par les déchets ménagers dans la capitale algérienne Alger, le gouvernement annonce la mise en œuvre d'un projet de valorisation de ces résidus domestiques en biogaz. L'initiative a été annoncée par l'Agence nationale des déchets ANOD à la signature d'un accord de coopération technique avec la Corée du Sud. Ainsi, l'Institut coréen pour l'environnement et la technologie KEITI réalisera une étude de faisabilité en vue de la valorisation en biogaz des déchets ménagers générés dans les centres d'enfouissement technique CET d'Amissi d'une capacité de 10 millions de tonnes. Ce centre prend en charge les déchets d'Alger, la plus grande ville d'Algérie avec une population estimée à 7,8 millions de personnes en 2022. KEITI mènera également des inspections dans les CET de Corso, dans la wilaya de Boumerdès, dont le deuxième casier pour la réception de 1000 à 1300 tonnes de déchets ménagers a été mis en service en juillet 2020 après que le premier casier soit arrivé à saturation avec 2 millions de mètres cubes de rebut depuis sa mise en service en 2014. Le dernier site qui bénéficiera de l'expertise de la Corée du Sud est la décharge réhabilitée de Louedsmar, une commune de la wilaya d'Alger. Obtenu par fermentation de matière organique, le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité. Le digesta peut être transformé en fertilisant pour l'agriculture. Actuellement, cette énergie est produite au centre d'enfouissement technique d'El Biar, situé dans la banlieue sud de la ville de Batna. L'installation s'est d'ailleurs dotée de 3 puits de captage du biogaz d'une profondeur de 4 mètres chacun. Outre la réduction de la pollution, le but est de limiter les émissions de méthane dotées d'un pouvoir de réchauffement de 82%, plus que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. L'ambition de l'Algérie est de valoriser 30% des déchets ménagers d'ici à 2035, indique l'Agence nationale de déchets. La Manufacturing Commercial Vehicle MCV, une compagnie égyptienne de fabrication de carrosseries d'autobus électriques, s'associe avec Volvo Cars pour la fabrication des véhicules électriques. Ils seront exportés en Europe, surtout dans les pays où ces véhicules ont le vent en poupe. Plus d'explications avec Léonce Sago. L'Égypte devient progressivement le pays africain favori pour la construction et l'exportation de véhicules électriques vers l'Europe. Un nouvel et second accord vient d'être conclu entre le constructeur de véhicules suédois Volvo Cars et celui égyptien, le Manufacturing Commercial Vehicle MCV, dont l'usine se situe à Zalea. La fabrication démarrera en 2024 et les équipements seront livrés au premier trimestre de 2025. Ils seront essentiellement pour des véhicules qui sont à la mode actuellement dans les pays européens, notamment dans le secteur touristique. Notons que depuis 2016, Volvo a déjà exporté plus de 60 composants d'autobus électriques de l'Égypte vers le Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le vice-président de Volvo Cars, Dan Peterson, explique que le travail de MCV leur permettra de proposer une gamme complète de bus urbains et interurbains Volvo dans le segment haut de gamme. MCV est un partenaire idéal doté de compétences et de la capacité nécessaire pour répondre aux exigences élevées de nos clients européens. Cette filiale du groupe automobile chinois Geely n'est pas la seule à solliciter l'expertise de la MCV. Il y a également le gouvernement égyptien qui lui a commandé la fabrication entière de 100 bus électriques juste après la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le climat tenue à Sharm el-Sheikh en 2022. L'objectif est de promouvoir des modes de transport durables au sein de l'autorité nationale égyptienne. L'organisation Global Witness fait un état des lieux mondial des crimes commis contre les défenseurs de l'environnement. En Afrique, la situation de la République démocratique du Congo est inquiétante. Le pays d'Afrique centrale est le 8e pays au monde où l'on enregistre le plus de mètres des défenseurs de l'environnement. Entre 2012 et 2022, au moins 72 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le pays. Plus d'explications à travers ce commentaire. En
Entre le 28 et le 31 mai 2023, 3 éco-gardes congolais ont succombé à leurs blessures par balle. Leur convoi a été violemment attaqué quelques jours avant par des Maï-Maï, des groupes armés actifs à l'est de la République démocratique du Congo. La direction du parc national des Virunga indiquait déjà l'année dernière que plus de 200 gardes ont été tués depuis 1996. Et dans un récent rapport publié le 13 septembre 2023, l'ONG Global Witness fait savoir qu'entre 2012 et 2022, au moins 72 défenseurs ont été tués en République démocratique du Congo et la plupart de ces meurtres sont liés à des conflits fonciers ou au braconnage et ils sont souvent lieux dans des réserves naturelles. Selon l'étude de cette ONG des droits humains, la République démocratique du Congo est le 8e pays où l'on compte le plus de meurtres de défenseurs de l'environnement dans le monde. Le pays d'Afrique centrale est classé devant d'autres pays africains, à savoir Madagascar, le Malawi et l'Afrique du Sud. Le rapport interpelle les gouvernements et les entreprises à mieux protéger les personnes qui s'engagent pour la protection de l'environnement. Dans le reste du monde, la situation n'est guère résiliente. Au moins 177 défenseurs de l'environnement ont été tués en 2022. L'Amérique latine demeure la région la plus touchée du monde, avec en tête la Colombie, où selon le rapport, un activiste de l'environnement est tué tous les 2 jours. La grande question du climat s'invite au sommet des objectifs de développement durable ODD 2023 de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York aux États-Unis. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, convoque les leaders du monde à un sommet spécial ce mercredi pour les pousser à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. Quelle importance revêt cette rencontre? Les éléments de réponse avec Vivas Amana. L'urgence d'agir en faveur du climat s'invite au sommet des ODD 2023 lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ainsi, un sommet spécial est convoqué ce mercredi par le secrétaire général des Nations unies, le Portugais Antonio Guterres. Ce sommet sera consacré exclusivement à revoir à la hausse l'ambition des pays de la planète dans la lutte contre le changement climatique. Après une saison d'été infernale marquée par des incendies géants, des sécheresses et canicules records suivies d'inondations sans précédent, Antonio Guterres lui-même avait déclaré que l'effondrement climatique a commencé. Le secrétaire général de l'ONU fait de la protection de l'environnement en général et de la lutte climatique en particulier son cheval de bataille. Il espère qu'avec les catastrophes vécues à répétition cette année, les dirigeants de la Terre seront convaincus pour bonifier leur action climatique et de fournir assez d'efforts pour une sortie progressive des énergies fossiles. À 2 mois de la COP28 de Dubaï aux Émirats arabes unis, la tenue de ce sommet dans la ville américaine abritant le siège des Nations unies est une aubaine pour parvenir à un accord important dans la lutte contre le changement climatique. Une équipe de scientifiques internationales va étudier comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone en France. Ceci à travers le programme Calypso, un projet dirigé par le laboratoire français et qui va durer 5 ans. L'objectif de cette étude est d'avoir des modèles de climat plus réalistes. Plus de compréhension avec Rafietou Mberikou. Le réchauffement des eaux en diminuant la solubilité du CO2 réduit la capacité d'absorption des puits de carbone océanique. En France, une équipe de scientifiques internationales dirigée par le laboratoire français des sciences du climat et de l'environnement va étudier pendant 5 ans comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone. L'étude se fera avec l'appui du programme dénommé Calypso, financé par la Fondation Schmidt Family. Le programme envisage de mesurer la façon dont le réchauffement climatique et les événements extrêmes pèsent sur la capacité des océans, des forêts et des terres à absorber le CO2. Une vingtaine de chercheurs mettront en relief l'effet des feux extrêmes, des sécheresses, du réchauffement des sols et des glaces aussi sur le fonctionnement des océans. En ce sens, les Cortiens comptent utiliser comme outil de travail des satellites et traiter 100 millions d'images tirées des océans. Ils comptent également se servir de l'intelligence artificielle, ce qui permettra de posséder des modèles de climat plus réalistes et une meilleure confiance dans la prédiction pour le futur, a souligné Philippe Sier, spécialiste du carbone. Parmi une quarantaine de modèles de climat dans le monde, la France en possède 2. Les résultats du projet Calypso serviront à compléter celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace,
un institut de recherche universitaire qui permet une animation scientifique régionale forte sur les sciences du climat. La Terre se sature avec les seuils de 6 sur 9 limites planétaires qui ont été franchis. Ce phénomène a pour cause la pollution et l'exploitation des ressources naturelles orchestrées par l'humanité. Plus de détails avec Léonce Sago. La Terre arrive à saturation. 6 des 9 limites planétaires viennent d'être franchies d'après le Stockholm Resilience Center ce 13 septembre. Il est à retenir que les 9 limites sont des seuils à ne pas dépasser afin que les écosystèmes restent une zone sûre de fonctionnement. 2 autres identificateurs de limites s'approchent de leur seuil, en l'occurrence l'acidification des océans, la concentration des particules fines polluantes dans l'atmosphère, a ajouté le Centre suédois dans son rapport. Sachant que la pollution et l'exploitation des ressources naturelles par l'humanité ont déjà entraîné le franchissement de certaines limites, à savoir le changement climatique, la déforestation, la perte de la biodiversité, les produits chimiques systémiques, la raréfaction de l'eau douce et l'équilibre du cycle de l'azote. Ceci est 2 fois plus que la précédente évaluation du Stockholm Resilience Center en 2019. Il convient de rappeler que la notion de limite planétaire est devenue une référence qui est mentionnée dans le rapport du GIEC, une organisation scientifique qui a pour mission d'examiner et d'évaluer les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes. Les dernières études précisent toutefois que pour ces 9 limites, la situation peut revenir en deçà des seuils d'alerte si nous limitons la quantité de déchets rejetés et les extractions de ressources naturelles. Les chercheurs alertent sur la perte de branches entières de l'arbre de vie. Les auteurs d'une étude publiée lundi dernier dans la revue PNA, 73 genres d'espèces animales sont en voie d'extinction. Le phénomène aurait dû prendre 18 000 ans et non 500 ans. Faisons le point avec Rafietou Mbereko. La crise de la biodiversité est aussi grave que le changement climatique, mais pas aussi connue du grand public. Une étude publiée lundi dernier alerte sur la menace d'une 6e extinction de masse. Selon cette étude, avec la disparition de nombreuses espèces animales, les humains provoquent la perte de la branche entière de l'arbre de la vie. De nombreuses études existaient déjà sur la disparition d'espèces, mais la spécificité de cette dernière est de se pencher sur l'extinction de genres entiers. Parmi la classification des êtres vivants, le genre se trouve entre le rang de l'espèce et celui de la famille. C'est le cas par exemple du chien qui est une espèce appartenant au genre Canis dans la famille des canides. Les chercheurs se sont appuyés sur la liste d'espèces éteintes de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les recherches étaient concentrées sur les espèces de vertébrés pour lesquelles ils disposent davantage de données. Sur environ 5400 genres, il a été conclu que 73 d'entre eux s'étaient éteints ces 500 dernières années, la plupart durant les 2 derniers siècles. Pour comprendre ce rythme plus élevé que la normale, les chercheurs ont également comparé le résultat au taux d'extinction estimé grâce aux traces fossiles sur de très long terme. Je pense que c'est la première fois qu'on cherche à évaluer le taux d'extinction à un niveau supérieur que celui de l'espèce, a souligné Robert Cowie, biologiste à l'université d'Hawaï. La cause de ces extinctions provient des activités humaines qui détruisent les habitats pour les cultures, les infrastructures et autres besoins, mais aussi la surexploitation comme la chasse, le trafic d'animaux et la surpêche. La perte d'un genre peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de tout un écosystème. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.